Bienvenue donc au Café Numérique Liège. Vous avez vu les mots sur les jingles, Learn, Network, Enjoy. Promouvoir les nouvelles technologies et innovations au plus grand nombre, c'est notre mission. On est réunis ce soir pour parler de ces nouvelles technologies. Learn, Network, Enjoy, pourquoi? On a d'un côté la Grande Poste qui nous permet d'avoir cette notion, cet aspect de conférence, et puis vous retrouvez de l'autre côté de la porte la partie bar et la partie restauration, et puis toujours ces échanges dans la décontraction et la bonne humeur. L'équipe du Café Numérique, il y a Mélissa qui devrait arriver incessamment sous peu. Il y a donc moi-même, Sam Piroton, consultant en communication, pour faire la présentation ce soir. Pourquoi? Parce que Sébastien est à l'accueil et surtout Jérémy est du côté du sud de la France ce soir. Il n'a donc pas le don d'ubiquité. Il ne nous fera pas des pas de danse de Michael Jackson. Et je ne pourrais pas le faire non plus. C'est sa petite faiblesse, son petit péché mignon. Le programme de la soirée, comme habituellement, l'introduction, on est en plein dedans, et puis on passera aux interventions. Deux invités ce soir, Alexandre Tombeur et Amélie Allemand, pour nous parler de la thématique. Amélie, je ne sais pas comment tu veux qu'on prononce ton nom. Allman, voilà. Donc, ainsi est fait. Et puis, on aura une session live tweet où on vous donnera le micro. Vous pouvez venir faire une annonce si vous cherchez un compagnon de travail, si vous animez une conférence que vous souhaitez en parler, le micro sera à vous. Et puis, on terminera par le networking à la brasserie. Les soirées du Café Numérique ne seraient pas possibles sans nos partenaires. Vous les découvrez à l'écran. Il y a deux, bien évidemment, la société de développement bien connue sur la place liégeoise, la Grand Poste, qui nous accueille, Ecodimension, Jean-François qui assure la captation et les montages vidéo, Marketing Maker et A6K qui fournissent un travail incroyable derrière pour mettre sur pied ces conférences. Merci à tous. Prochaine date, vous pouvez déjà en prendre note. Personnellement, je n'ai pas la thématique, je ne la connais pas, ce sera une découverte pour moi également, mais ce sera donc le lundi 2 décembre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon Café Numérique à tous et à tous. Et puis je vais passer la parole, je ne sais pas lequel, c'est Amélie qui commence, mais voilà. Bonjour, je suis très contente d'être là, donc déjà merci pour l'invitation. J'entends parler de la Grande Poste depuis super longtemps et je suis vraiment ravie de enfin pouvoir découvrir. Et j'avoue que si je n'habitais pas à Bruxelles, je serais à Liège, donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de l'IA dans les HR. Rapidement, pour me présenter, ça fait 18 ans que je fais du recrutement de la chasse de tête. J'ai déjà créé 2 boîtes de recrutement et de consultance où j'avais 65 employés. J'ai tout revendu il y a 6 ans, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un manque d'innovation dans la manière d'attirer les talents. Je ne vais pas parler de dinosaures aujourd'hui, mais je me suis dit, OK, il est temps de faire autre chose. Et donc, j'ai tout revendu il y a 6 ans pour créer Bitune il y a 5 ans. Et donc ici, juste le but, c'est de vous montrer que je suis assez passionnée par l'entrepreneuriat et le recrutement. Alors, rapidement, je vous montre une petite vidéo qui explique ce que fait Bitune, et puis on rentre dans le vif du sujet. Alors. Votre site carrière n'attire pas de bons candidats? Bitune crée votre site carrière 100% personnalisé à la pointe de la technologie pour faire vivre votre marque employeur. Une expérience digitale irrésistible qui fera postuler vos candidats en un clic, du contenu texte et photos toujours à jour, des vidéos et campagnes de marketing digital ciblées pour créer de nouvelles sources d'acquisition des talents. Un logiciel intelligent de gestion de vos candidatures et de vos jobs qui vous fera gagner du temps. Discutons-en. Alors, pour la petite histoire, j'ai lancé Bitune il y a 5 ans avec le concept de remplacer les jobs descriptifs par des capsules vidéo et des campagnes de marketing digital pour aller chercher les talents là où ils sont sur le web et les réseaux sociaux. On a reçu plus de 80 000 CV en 2 ans et donc on avait une plateforme pour tout convertir et on s'est dit on va dupliquer cette plateforme en marque blanche pour lancer un SaaS, donc Software as a Service, qui est la création des sites carrières sur mesure sur le site web de nos clients. Et derrière, on a un deuxième SaaS qui est un ATS, donc un Application Tracking System, pour permettre vraiment de faire la gestion des candidats depuis l'attraction jusqu'à la gestion de manière intelligente. Et donc, j'ai développé vraiment l'outil dont je rêvais en tant que recruteuse, vraiment focalisé pour la PME end-to-end. Alors, avant de parler vraiment de l'IA et des HR, petite question, qui travaille dans les HR? Levez-vous, allez-y, soyez pas timide. Non, on ne se lève pas?
Donc, qui travaille dans les RH? OK. Alors, qui travaille dans la tech? Alors, sorry pour la tech, mais moi, je ne suis pas tech, je suis vraiment recruteuse, mais je vais essayer de faire le lien vraiment entre ce que développe notre équipe tech et le recrutement. Alors, qui utilise l'IA au day-to-day? OK. Et alors, même question, mais sans mentir. Toujours les mêmes? OK. Alors, pourquoi je pose la question? C'est parce que souvent, quand je suis invitée au fait, à donner des formations en fait, sur l'IA dans les HR, dès qu'on passe le prompt simple, je vois que j'ai perdu les gens. Et donc, souvent, à la fin de la formation, le client me dit « Au fait, tu ne sais pas venir l'implémenter chez nous et le faire, etc. » Donc, je me rends compte qu'il y a vraiment en fait, un gap, et c'est une réelle problématique, en fait, entre HR et tech, et donc entre IA et HR. C'est pour ça qu'en fait, notre solution, en fait, on essaye vraiment de mettre une couche service au-dessus pour essayer de prendre le client par la main parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment comme une peur au fait, de changer la manière de travailler et d'utiliser les nouvelles technologies pour attirer les talents, pour recruter. On parle de biais, on parle de black box, on parle de plein de choses. Mais au fait, l'IA dans le recrutement, on l'utilise déjà depuis que je le fais du recrutement, donc ça fait 18 ans. C'est juste qu'en fait, on a des nouveaux outils qui se développent et qui sont beaucoup plus performants. Alors, l'IA au day-to-day, d'abord ici, c'est une partie de l'équipe qui travaille chez Bitune. Pour faire le plus simple, au fait, je vais vous expliquer un peu comment on l'utilise. Tout d'abord, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux. Moi, je communique beaucoup sur LinkedIn et sur les différents réseaux sociaux. Et donc, je crée tout mon contenu avec vraiment ChatGPT. J'ai créé des GPT par sujet. Et dès que ça devient récurrent, en fait, j'automatise ça et ça devient beaucoup plus efficace parce que je l'ai paramétré avec mon tone of voice, ma manière de communiquer, etc. Après, tout ce qui est podcast, donc j'ai un podcast HR Stay Tuned, je prépare tout, ça me prend environ 10 à 15 minutes parce que j'ai un petit prompt où je mets le profil LinkedIn, le profil de la boîte, le sujet et au fait directement ça me génère mes questions, mon résumé et puis après on fait les vidéos, on fait les shorts, les réels, etc. J'ai même entendu que mon CTO me disait ce matin qu'il y avait moyen maintenant de créer des podcasts à partir d'un texte écrit. On n'a pas encore testé, mais apparemment c'est possible. Alors, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, par exemple, j'ai des fantômes qui invitent certains targets sur mon LinkedIn, etc. Et après, au fait, on a vraiment une suite logique avec des invitations, des messages, etc. qu'on peut paramétrer et on peut aller jusqu'à une sales machine qu'on peut utiliser. Et comme je l'ai dit, au fait, tout ce qui est vidéo, scénario, e-learning, les réels, les shorts, etc. Parfois, j'ai des clients qui me disent OK, je n'ai pas de job descriptif, je ne sais pas quel scénario, etc. En quelques minutes, au fait, on crée le job descriptif, on crée le scénario, on crée la vidéo. Récemment, on a fait aussi toutes des vidéos d'e-learning, toutes des vidéos faites sur certains sujets chez des clients avec du motion design, avec de l'IA, et ça coûte 10 fois moins cher, c'est 10 fois plus rapide. Donc, il y a vraiment plein de possibilités, mais ça, au fait, je veux dire, chacun dans notre équipe a sa spécialité. Il y a des vidéastes, des techs, des produits, etc. Moi, je l'utilise au niveau pur recrutement. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, on crée les sites carrières de nos clients et quand on crée les sites carrières, qu'est-ce qui fait qu'on va attirer les talents? En fait, on va parler de la marque employeur. On a essayé de développer la consultance de marque employeur, mais en fait, on se rend compte que personne n'a de budget pour faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée en fait, des GPT par rapport à nos différents clients et à chaque fois, en fait, on va mettre ce qu'on a capté de la culture d'entreprise, du tone of voice, de la manière de communiquer. Et en créant cette GPT-là, en fait, on crée le VP, donc l'Employee Value Proposition, et puis on crée tous les contenus du site carrière de notre client. Moi, ça me prend 1 à 2 heures et après, tout est paramétré et on peut mettre vraiment tout le contenu du site à jour qui est bien référencé avec du bon SEO, etc. Après, on sait aussi que le talent, en fait, c'est important d'adapter tout le message et toute la marque employeur par rapport aux différents personas qu'on va recruter. Ici, c'est un exemple en fait, de la société Huggies, qui est à Liège, je ne sais pas si vous connaissez, donc les bars à burgers. Par exemple, ça a été notre tout premier client. Au fait, ils m'ont dit, OK, je veux une marque employeur à la Big Mama, mais pour le burger. Et donc, j'ai paramétré un prompt, j'ai chipoté un petit peu, et maintenant, en fait, on a créé tous les contenus, et les contenus par persona, parce qu'on a différents sous-sites, donc par exemple pour les serveurs ou pour les managers, ils ne vont pas chercher le même contenu, les mêmes infos, et on ne va pas s'adresser de la même manière. Même chose, ils ne vont pas vouloir du même contenu réseaux sociaux, des mêmes sortes de vidéos, etc., etc. Et tout ça, on le fait avec de l'IA. Alors, après, comme en fait, on a paramétré toute la marque employeur, le tone of voice et la com d'un client en créant le site carrière, en fait, on est allé un peu plus loin et on a développé en fait, un outil qui permet de générer les job descriptifs d'une société en 2-3 clics. Et donc, il suffit de mettre quelques mots-clés
Et on a un prompt en fait, qui lit toutes les infos qu'on a déjà mis et qui va générer le job desk. Et on va un peu plus loin parce qu'on se rend compte que souvent, au niveau HR, on n'a pas toujours les compétences pour aller utiliser les métadescriptions ou les infos sur Google. Au fait, on fait tout ça par défaut avec de l'IA pour que ce soit bien fait, parce que ce sera mieux fait avec de l'IA que si on ne sait pas comment le faire, en fait. Donc, si ça marche ici, j'ai une toute petite vidéo qui montre, par exemple, un de nos clients, Léonidas, on a un prompt qui va générer le job desk de chocolatier, ou je ne sais plus quoi. Et donc, simplement, on met soit le titre du job, soit on met 2-3 mots de contexte, et directement, il lit ce qu'on a déjà fait, et ça va générer le job descriptif. Et franchement, c'est assez hallucinant, la qualité, au fait. Ah ben non, ici, c'était sur une autre société, sorry, qui cherche un électricien. Je crois, ouais, voilà. Et donc directement, en fait, si vous voulez le site, la société, etc., tout ça est repris. Par exemple, si on met un endroit que la société va déménager, où il lit vraiment en fait, tout le site, c'est assez performant. Après, je vais vous montrer. Alors, je vais maintenant plus rentrer en fait, dans l'outil qu'on a. Donc, là, c'était vraiment tout ce qui est site carrière. Maintenant, en fait, dans l'ATS, donc l'Application Tracking System. Donc, c'est comme un CRM candidat qui permet de gérer votre job et vos CV. Et je vais vous expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'on a développé comme IA pour être plus performant. Mais ici, par exemple, en fait, quand quelqu'un postule, on a une solution vraiment en un clic. Donc, le candidat postule et il n'y a pas besoin de remplir des formulaires, etc. Nous, on fait tout ça après. Donc, en un clic, il postule et instantanément, se crée sa fiche candidat. Et en fait, vous voyez tout au-dessus, en fait, on a un prompt qui va résumer le CV. Et comme ça, en 140 caractères, en fait, vous avez un résumé du CV. Et vous avez également en fait, un score, donc 69%. C'est un score de matching entre le job descriptif et le CV qui a postulé, en fait. Après, on a également une détection, c'est un parsing intelligent, donc ça c'est de l'analyse de CV, de la sémantique, qui va détecter tous les skills et toutes les compétences, qui est améliorée avec de l'IA parce que s'il y a des fautes d'orthographe, de frappe, etc., en fait, on va pouvoir proposer des choses de manière intelligente. Et donc ça, c'est dès qu'un candidat postule. Après, en fait, on a, à chaque fois qu'un candidat postule, on crée une base de données, donc un talent pool pour la société qui lui est propre. Et donc, on a développé une petite fonctionnalité, c'est que dans les anciens candidats, l'outil va détecter de manière intelligente s'il y a d'autres candidats qui peuvent matcher au job. Et comme ça, ils n'ont pas postulé à ce job-ci, mais ils peuvent matcher, et donc on peut les recontacter dans un flux différent. Encore une fois, on peut faire des recherches intelligentes parce qu'en fait, on va suggérer en fonction du job et de la recherche des skills pour améliorer la recherche et trouver le bon candidat. Et alors, on a aussi, par exemple, au niveau du support, on a implémenté un outil qui permet de détecter au fait, là où vous êtes sur l'outil avec de l'IA, de directement en fait, lire tout le contenu qu'on a mis pour nourrir en fait, le support et qui va directement en fait, générer des réponses par rapport à là où vous êtes dans l'outil. Après, ce sur quoi on est en train de travailler pour le moment, c'est la création de contenus réseaux sociaux, parce qu'en fait, beaucoup de nos clients nous disent « Ok, maintenant, comment je fais pour partager mon job sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je mets sur LinkedIn? Qu'est-ce que je mets sur Facebook? Quels mots-clés, etc. » Et donc là, on va un peu plus loin, c'est que comme on a déjà fait donc, tout le contenu marque employeur, tout le contenu du site, et puis la génération de job et de tout ce qui est SEO, maintenant on va plus loin, on va également permettre de directement créer tout le contenu pour aller partager le job en suivant les bons algos sur LinkedIn, Facebook, Insta, etc., pour que ce soit bien partagé. Après, on a annoncé la semaine passée au fait, tout ce qui est au fait, l'IA qui prend le contrôle au fait, vraiment de votre PC. C'est Anthropic qui a annoncé la semaine passée. Et donc, on va tester si on peut faire, par exemple, des prompts post-job sur VDAB. Et donc, en fait, l'outil a accès directement à la VDAB et va publier le job parce qu'il a déjà les accès. Et il va savoir, en fait, comment utiliser le VDAB pour partager une annonce. Et ainsi, on pourrait vraiment faire du multiposting intelligent sur les différents partenaires et les différentes plateformes, en fait, qui sont partenaires de notre société. Après, une question un peu plus large que j'ai souvent, c'est que au niveau HR, et on en parle un peu partout tout le temps dans la presse, c'est OK, mon job va changer par rapport à l'IA, les contours de la fonction, etc. Moi, souvent, je dis OK, prenons un peu plus de recul et de hauteur
Si les différents jobs changent, ok, c'est important, je ne sais plus les stats, mais bon, on lit partout que voilà, si vous n'êtes pas fermé, X sociétés seront plus performantes. Mais au fait, si on prend de la hauteur, c'est ok, si les différents jobs changent, quel est l'organigramme de ma société et comment est-ce qu'il va changer vraiment dans le futur, pour pouvoir vraiment anticiper un peu plus intelligemment les années qui viennent, plutôt que de se regarder vraiment court terme sur l'impact sur un job donné, mais vraiment plus de manière générale sur un organigramme. Alors, ce qui est important pour moi aussi, c'est que tout ce qu'on fait, en fait, au niveau de l'IA, de la tech, du digital, moi, je suis recruteuse et c'est important pour moi le côté vraiment humain, parce que le recrutement, c'est de l'humain qui rencontre de l'humain. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour donner du temps et de l'efficacité au recrutement pur et dur. Et donc, ça peut paraître dingue, mais pour moi, on digitalise et on utilise la tech pour vraiment replacer l'humain au cœur du recrutement. Alors, je parle très vite. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions pour Amélie par rapport à la présentation, par rapport aux outils utilisés? On va commencer ici avec Bastien. Oui, bonjour, Bastien Bochon, je travaille au Forum dans la communication. Je voulais juste que vous reveniez un petit peu sur le VDAB. Vous avez tissé quelles sont un peu les lignes de votre partenariat avec le VDAB? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, VDAB, comme toute une série de partenaires, en fait, nous, une fois qu'on a créé les jobs sur les sites carrières de nos clients, on crée également tout ce qui est multiposting. Et donc, au fait, on a aujourd'hui une quarantaine de partenaires, dont VDAB, Forum, les centres de formation, etc. On travaille à les développer. Et en fonction du job, au fait, on fait du partage. Aujourd'hui, on le fait manuellement, parce que c'est mieux fait que si on l'automatise. Par contre, au fait, avec l'évolution de l'IA, on pourrait le faire vraiment de manière intelligente et donc supprimer cette tâche manuelle quotidienne, quoi. Merci. Alors, il y a des questions ici aussi. Oui, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Alors, ma question, elle est plus technique. Est-ce que c'est un modèle que vous avez développé vous-même ou c'est plutôt une API d'un modèle existant? Alors non, nous, on a développé nous-mêmes un CMS pour la création des sites carrières. Et donc, on a designé une série de slices. Et donc, nous, on crée un site carrière en quelques heures. Et derrière, en fait, l'ATS, on l'a également développé nous-mêmes. Maintenant, parfois, on rachète des modules qu'on intègre dans notre solution parce qu'on a une petite structure et on n'a pas non plus... Je parle plutôt pour le modèle IA. Alors, pour le modèle IA, ça dépend. Par exemple, la génération des jobs descriptifs, on l'a développé nous-mêmes. Le parsing avec le score d'IA, on l'a acheté, au fait, et on l'a intégré parce que ça coûterait trop cher et il nous faudrait 50 data scientists. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si vous êtes tech, vous le savez mieux que moi, c'est que avant, moi, je payais quasiment 1 500 € par mois à un outil, au fait, pour vraiment améliorer le parsing et la lecture d'un CV, qui était bon à 80-90%. Aujourd'hui, depuis l'explosion de l'IA, en fait, on a la même chose de manière gratuite quasi, c'est quelques cents à la lecture d'un CV. Et la qualité explose, au fait. Depuis vraiment 1 an, c'est assez dingue, quoi. Et donc, on voit vraiment une différence entre les outils qui sont développés depuis 1 an et avant. Merci. D'autres questions par ici? À l'étage, tout au-dessus, Sébastien, vas-y, utilise tes jambes. Merci. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez déjà pensé développer avec l'AI une solution pour analyser les vrais besoins en termes de skills et de nouveaux employés pour une entreprise? Je remarque souvent que chez mes clients, il y a souvent un mismatch entre ce dont ils ont besoin pour le futur et ce qu'ils engagent actuellement. Et donc, ça fait beaucoup de frustration chez les employés, chez les futurs, chez les actuels. Donc, une analyse grâce à l'AI de la situation actuelle, de la situation future et donc, du coup, du futur employé dont on aurait besoin. Je vois ce que vous voulez dire et c'est des projets hyper intéressants, mais non, c'est pas trop notre core business et c'est pas trop dans cette direction-là qu'on va aller parce que, au fait, moi, je veux vraiment créer la solution end-to-end pour une PME, qui va vraiment attirer en utilisant la marque employeur pour montrer qui elle est. Et by the way, on a un funnel parce que, recruter, c'est comme l'e-commerce, c'est un clic, on va le chercher là où il est sur le web, on le ramène et puis on a un funnel pour gérer et automatiser tout le process. Ce que vous dites est hyper intéressant.
Mais c'est un énorme projet qui est très orienté soft HR et moi je suis plus vraiment pur recrutement. Maintenant on y a déjà pensé parce qu'on avait une solution, en fait c'était ActionG à l'époque que j'avais rencontré, qui permettait au fait de lire tous les jobs en temps réel qui sont dispo sur le marché et de voir les skills. Et donc on aurait pu mettre ça sur par exemple les sociétés en réorganisation pour voir tiens, quels sont les skills dispo plutôt que de licencier ou etc. pour former. C'est hyper intéressant, mais ce n'est pas notre business en fait. Il y avait encore une autre question là, je pense, monsieur Sébastien. Vous parliez de marque employeur à un moment donné et du fait que faire une identité de marque complète, c'est un petit peu coûteux pour les marques, ce que je peux comprendre, c'est une partie de ce que je fais dans mon travail. Quels sont les éléments en fait, que vous gardez pour cette marque employeur, puisque vous réduisez le temps sur lequel vous travaillez dessus, et donc vous sélectionnez une partie des éléments essentiels. C'est quoi les éléments essentiels que vous estimez pour mettre une marque employeur suffisamment solide pour quand même lancer le site carrière ? Au fait, il n'y en a pas, parce que je comprends tout à fait là où... Au fait, nous, on vend la consultance en marque employeur, parce qu'on a une experte qui est vraiment top au niveau de la stratégie, mais souvent, en fait, c'est des projets qui vont être 10, 15, 20, 30 000 euros, en fait. Et honnêtement, on en vend 2 par an. Et donc, on a arrêté parce qu'on se rend compte que, oui, la marque employeur, c'est hyper important, parce que comment recruter si on ne montre pas qui on est et quel est notre VP, mais les gens ne payent pas pour, en fait. Et donc, plutôt que de rester bloqué là-dessus, en fait, on a ouvert cette question en faisant les vidéos job. Parce qu'après, on faisait des vidéos marque employeur et on se disait, OK, nous, on n'est pas là pour faire du truc bullshit, sinon je ne le fais pas. Il faut qu'il y ait vraiment cette authenticité et montrer quelle est la boîte, c'est quoi le job, pourquoi travailler là, etc., de manière très, très authentique. Et donc, on s'est dit, au fait, on va faire la marque employeur. Mais donc, comme on ne vend pas les projets, moi, aujourd'hui, j'utilise mon expertise au fait de chasse de tête, parce qu'en 18 ans, j'ai vu plein de boîtes. J'ai toujours été la seule commerciale des différentes boîtes que j'avais créées. Et donc, j'ai vu des centaines de sociétés, de jobs, et donc, je capte assez vite leur culture d'entreprise, leur ADN. Et j'essaye au fait de développer un EVP à partir de ça, en sachant qu'ils ne payent pas pour. Ils ont toujours l'option, et donc, on fait au mieux avec ce qu'on a, en sachant que, par exemple, s'ils veulent faire une vidéo marque employeur, là, on va peut-être vendre quelques heures de consultance pour que ce ne soit pas juste... honnêtement, faire une vidéo où ils jouent au billard, c'est un peu stupide, quoi. Mais vraiment montrer c'est quoi leur vraie valeur ajoutée, leur vrai employee value proposition. Donc, je n'ai pas de réponse, c'est plus en fonction de ce qu'ils me donnent, de la maturité, de ce que je vois de différenciant, parce qu'en général, au fait, je leur demande c'est quoi votre culture, c'est quoi votre ADN, ils ne savent pas répondre. Et donc, je creuse, je pose des sous-questions, et avec ça, je me fais moi une idée, et j'essaye de la communiquer de la manière la plus authentique et honnête possible, en fait. Ok, merci. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... C'est un une peu la réponse, réalité donc oui, en de effet, ce qu'on voit c'est un sur secteur le que je ne marché. connais pas, donc c'est pour ça justement que c'est intéressant d'avoir la perspective de quelqu'un qui le pratique, et donc inévitablement, est-ce À qu'il y avait part des des éléments qui grosses ressortaient ? boîtes comme Vinci et Quants qui nous payent, personne ne nous paye au fait parce qu'ils se disent ok, ouais, ce serait bien, mais on n'a pas les budgets pour, au fait. Ok, merci. Est-ce qu'il reste encore des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois? Eh bien, merci Amélie. Merci. C'était très intéressant. Je vous propose d'accueillir Alexandre. Bonsoir à toutes et à tous. Et évidemment, je vais commencer par remercier l'équipe du Café Numérique de m'accueillir, que je suis depuis de nombreuses années. J'avais rencontré Jérémy, que tu as mentionné justement dans ton intro, que j'avais rencontré à Montréal il y a quasiment 10 ans, qui faisait déjà des moonwalks, qui parlait déjà du Café Numérique. Donc ça m'avait évidemment donné l'envie d'un jour venir participer à ces cafés numériques. Donc très heureux d'être ici ce soir. On va continuer dans le thème de l'intelligence artificielle et dans le thème qui était initialement comment attirer des talents avec l'IA, que j'ai un petit peu remasterisé pour englober d'autres aspects et pour parler de gestion des talents. Donc c'est les attirer évidemment, c'est les garder, c'est les former. Et c'est concrètement ce que je vous propose dans les 15-20 minutes à venir, c'est du point de vue d'une entreprise commerciale, donc pas d'une entreprise de recrutement, mais
d'une entreprise, comment appréhender cette nouvelle ère de l'IA, ce nouvel écosystème de travail, ce nouveau monde professionnel auquel je fais face, vous faites face tout le monde ici, et savoir comment en fait rester à la pointe de ce qui se fait et comment gérer ses talents au mieux. Et je vais le faire évidemment sous le prisme de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire via le prisme de la boîte que j'ai cofondée, qui est un cabinet de conseil en data et en IA. Mais je vous en dire plus dans une petite minute. Donc moi, c'est Alexandre Tombeur, liégeois pure souche, issu d'une famille d'entrepreneurs dans la construction et dans l'immobilier, qui m'a donné le goût d'entreprendre. J'ai fait des études de droit sous l'impulsion de mon meilleur ami qui est ici au premier rang. Donc voilà, j'ai fait un bachelier, un master en droit des sociétés, avant de me diriger vers une formation en gestion, en sciences de gestion assez classique. Et dans la foulée, en fait, j'ai eu une envie de pouvoir matérialiser mes idées, pouvoir créer des petits prototypes. Donc j'ai rejoint une formation qui s'appelle Le Wagon, qui est un organisme de formation qui a été créé par 3 Parisiens en 2013 ou 2014, donc il y a plus ou moins 10 ans d'ici. Donc voilà, moi l'idée, ce n'était pas de devenir développeur, c'était vraiment de concrètement pouvoir prototyper, mettre mes idées en application. Ce que j'ai adoré dans cette boîte-là, c'est, et pendant mon expérience en tant qu'étudiant en 2015, c'est l'aspect communautaire, l'aspect écosystème qui, au final, ne m'a plus jamais vraiment quitté au fil des années. J'ai rejoint la boîte, donc le Wagon, et j'y ai travaillé pendant 7 ans, 1 an à Bruxelles et puis 6 ans à Londres, où je les ai rejoints donc, en tant que directeur de l'entité au Royaume-Uni, avec une mission très simple qui était de lancer, de développer au maximum l'entité outre-Manche. Et j'ai fini directeur de la stratégie pour tout ce qui était formation B2C, donc pour des gens comme vous et moi qui souhaitent se former au métier de la tech. Et aujourd'hui, le Wagon, 45 villes dans le monde, je dirais plus ou moins 25 en Europe et d'autres Asie-Pacifique, Amérique latine, etc. Et environ 28 000 personnes qui ont été formées sur une dizaine d'années. Donc de nouveau, on va retrouver cette thématique de communauté, d'écosystème par la suite dans la présentation. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai cofondé Molia, qui est un cabinet de conseil en IA et en data. Et très concrètement, on accompagne les entreprises dans leurs projets data et IA en leur fournissant les meilleurs talents possibles, donc des profils techniques. On parle de data scientist, de data engineer, de data analyst, en gros tout ce qui a à voir avec la data. Et l'idée ici, c'est qu'on vient renforcer, on vient complémenter des équipes existantes. Donc fatalement, c'est généralement des grands groupes qui ont déjà des équipes existantes et qui ont des besoins sur des nouveaux métiers ou sur des projets qui sont assez ciblés sur des durées de 6 mois à 2 ans. Donc c'est une société que j'ai cofondée avec 2 autres personnes du Wagon, je passe trop de temps en France, qui eux ont créé un organisme de formation en 2022 qui a été racheté par le Wagon. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, on a eu l'occasion de travailler ensemble pendant 2 ans et demi avant de lancer l'aventure. Alors pourquoi avoir co-créé et cofondé Molia ? Je dirais qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que j'ai démarré de ce que je connaissais, c'est-à-dire j'avais j'ai un grand réseau de profils techniques à disposition, pas mal de contacts dans les grandes entreprises, tout ce qui est gestion des talents, formation, c'est quelque chose qui me passionne. Le deuxième point, c'est que j'ai commencé aussi avec les personnes que je connais, et que je connaissais, que je connais toujours heureusement, en l'occurrence mes cofondateurs Paul et Thomas, entre autres. Et pour finir, j'ai commencé aussi par un besoin. Je voulais être sûr de lancer une société qui allait rencontrer un besoin, qui allait servir à quelque chose. Et donc ici, si on regarde un petit peu ce résumé d'un rapport de l'université de Stanford, on voit ici les 8 plus grands défis d'une entreprise quand elle essaye d'exploiter l'IA. Et par exploiter l'IA, j'entends la mettre à son service comme le fait Amélie et ses équipes et comme le font la plupart des entreprises à l'heure actuelle. Et tout en haut de cette liste, on voit que le besoin d'expertise technique est un des plus gros challenges. Ça peut être un frein, ça peut être un avantage concurrentiel en fonction de comment on l'aborde et comment on l'exploite. Et c'est de ce besoin numéro 1 qui était en plus évidemment ancré dans nos expériences dans les techs, donc dans l'éducation aux nouvelles technologies qu'on a démarré. Et en gros, on répond à 3 besoins auxquels les sociétés font face. C'est qui sont ces personnes que je dois recruter, c'est quoi les nouveaux profils, il y a beaucoup de nouvelles technologies, des nouveaux métiers qui émergent ou des variantes de métiers existants, quels sont les profils dont j'ai besoin pour développer ma société, où les trouver,
Ce n'est pas nécessairement toujours très simple. Heureusement, il y a des solutions qui existent pour trouver ces talents. Comment les attirer? Qu'est-ce qui les fait rêver? Quelles sont les technologies les plus trendy? Et pour finir, comment faire en sorte qu'eux restent à la pointe? L'IA et la data évoluent très très rapidement. Toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, depuis qu'on a commencé les présentations, il y a certainement des nouvelles annonces, des nouveaux modèles qui sont sortis. Donc, comment faire en sorte que ces personnes-là restent à la pointe? De nouveau, gestion des talents, formation, c'est un élément extrêmement important. Et donc mon point et l'objet de cette présentation, c'est de dire que bien gérer, c'est avant tout s'entourer, en tant qu'entrepreneur d'abord, mais c'est surtout créer un écosystème pour ses talents, de nouveau du point de vue de l'entreprise. Une entreprise, c'est très difficilement faire face à la vague d'innovation à laquelle on fait face depuis grosso modo novembre 2022 avec la sortie de ChatGPT. C'est quasiment impossible de tenir la cadence, de former toutes ces équipes. Il y a des projets, il y a la vie de tous les jours en entreprise. On ne sait pas faire des formations, on n'aurait même pas assez de 8 heures de formation par jour pour faire en sorte de former, de créer ces formations, de les dispenser et de faire en sorte que tout le monde les suive. Donc c'est vraiment cette notion d'écosystème sur laquelle je veux appuyer aujourd'hui et évidemment que je vais, décortiquer dans mon exemple avec Molia. Et donc l'écosystème, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est faire de la veille technologique mutualisée. Donc de nouveau, suivre la cadence du changement, faire en sorte de former en continu. C'est rencontrer les experts, c'est les échanger, c'est se créer un réseau au final qui nous permet de garder la cadence et de savoir en gros quelles sont les nouveautés à prendre en compte. Et l'apprentissage continu évidemment sur base d'expériences concrètes. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de gadgets. On est vraiment à l'ère des gadgets IA qu'on commence à dépasser dans certains secteurs et sur certains cas d'usage très spécifiques. Mais les trois quarts des trucs ne servent à rien à l'heure actuelle. Donc c'est savoir en gros quels sont les cas concrets et les outils qui ont une réelle valeur ajoutée. Donc je vais tout simplement utiliser l'exemple de Molia, qui est un exemple réel, donc la société que j'ai cofondée. Pour vous expliquer comment on a mis en place cet écosystème pour aider notamment nos consultants qui vont réaliser des projets en entreprise. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'eux soient les mieux équipés possibles, les mieux informés et aussi de base comment avoir les meilleurs consultants grâce à cet écosystème. Attirer les meilleurs talents, rester à la pointe, maximiser notre potentiel de création de valeur auprès des clients, c'est quand même le but d'un cabinet de conseil. Je ne vous apprends rien. Ici, vous voyez différents éléments. Donc, on a Molia que j'aurais pu placer au centre, mais en réalité, les différents éléments de l'écosystème ne sont pas juste, n'ont pas été créés. Certains ont même été créés avant l'existence de cette activité commerciale-là. C'est un écosystème qui se renvoie la balle, qui se nourrit de manière équivalente ou pas, mais ce n'est pas un pour tous, tous pour un. En gros, c'est vraiment un écosystème. On voit Molia, on voit le GenAI Network, qui est une communauté d'experts techniques dans l'IA générative qu'on a créée avec ces mêmes associés il y a quelques mois. On voit le Parole d'IA, qui est un podcast comme Amélie, qu'on a également lancé il y a quelques mois. Et ensuite, il y a énormément d'autres acteurs, des personnes comme vous, le Café Numérique, le Modern Data Network, d'autres conférences qui font partie de cet écosystème. Ce n'est pas un écosystème qui est figé, il y a des parties prenantes qui vont, qui viennent. Le but, évidemment, c'est de créer un socle, de créer un espace pour accueillir d'autres personnes et permettre l'échange. Alors, je vais passer brièvement sur les différents éléments de cet écosystème en m'attardant d'abord sur le GenAI Network. Donc, c'est une communauté qu'on a créée en début d'année, en janvier 2024. Et l'idée, c'était vraiment d'aller puiser dans ce qui nous avait nourri dans nos projets précédents, c'est-à-dire la communauté, le socle communautaire très fort, au Wagon, chez Émile, qui était l'organisme de formation qui avait été co-créé par mes cofondateurs. Toutes nos expériences professionnelles nous ramenaient à cette idée de communauté très forte. Donc quand il y a eu la vague de l'IA générative, quoi de plus naturel que de rassembler des experts techniques et de se dire, OK, de quoi ont besoin ces personnes-là? La réponse, c'était que de la veille publique qu'on voit sur LinkedIn, des articles, il y en a énormément. Ce qui manquait à ce moment-là, c'est un espace de travail privé
pour des experts, ceux qui développent les algorithmes, ceux qui les entraînent, ceux qui les mettent en production, pour pouvoir discuter de manière presque conversationnelle au jour le jour de leur challenge. Plutôt que chacun essaye dans son coin, c'est de se dire on va créer un espace de travail privé, sécurisé, pour que vous puissiez échanger. On a commencé avec 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, avec un système de parrainage. Aujourd'hui, on a plus ou moins 125 personnes. Et ça, je dirais, c'est la partie privée de la communauté. L'autre partie qui permet aussi à tout un chacun de bénéficier des discussions de cette communauté et de l'aura aussi des membres qui en font partie, c'est les meet-ups, donc les événements très similaires à ce que le Café Numérique organise, qui permet justement de décrypter des cas d'usage en live, de discuter, de poser ses questions et d'avoir un niveau technique aussi qui est un petit peu plus abordable que ce qu'il y a dans la communauté privée. Et ensuite, évidemment, classique, on a une page LinkedIn à travers laquelle on partage un maximum de contenu et à travers laquelle on essaie aussi de faire rayonner un maximum les membres de la communauté. C'est donnant-donnant, mais c'est aussi notre porte vers l'extérieur pour attirer de nouveaux talents techniques et partager notre contenu. Ensuite, on a le podcast Parole d'IA, et je dirais ici que c'est l'entre-deux entre la communauté d'IGNIA Network et notre cabinet de conseil Molia. Ici, on fait vraiment intervenir des experts techniques pour décrypter leur cas d'usage d'IA générative en société, dans leur boîte. C'est des gens qui ont créé les modèles, c'est des gens qui les entraînent, c'est des gens qui les mettent en production et qui viennent nous parler de solutions, de cas concrets qui sont utilisés en interne par leurs équipes ou par des clients en fonction de la société. Et l'idée, c'est vraiment de tourner des podcasts et de donner la parole à ces personnes qui sont généralement les techniques, qui ne sont pas toujours les plus mis en avant ou les plus à l'aise avec l'exercice, et de leur faire décrypter et vulgariser un petit peu la manière dont ils ont mis en place ces solutions d'un point de vue technique, mais compréhensible par le plus grand nombre. Et ici, c'est vraiment de se dire de nouveau, on fait la différence entre ce qui est gadget et ce qui est réellement utilisé. Et on a toujours des thématiques qui permettent d'aborder les différents challenges qui ont été rencontrés par les équipes techniques. Comment est-ce qu'ils en sont tirés? Comment est-ce qu'à l'heure actuelle, ils font toujours face à ces challenges et comment ils se projettent dans les prochaines étapes. Le petit QR code pour rejoindre le podcast ou en tout cas y accéder, qui est accessible sur Spotify, Deezer et autres. Et pour finir, on a aussi évidemment une brique, je dirais, contenu pour notre communauté de consultants directement et pour nos clients, qui se décline en trois éléments. On a la newsletter. En gros, c'est un récap de toutes nos activités, de tout le contenu. C'est vraiment les nouveautés, les nouvelles de l'écosystème qui sont partagées une fois par mois. On a le blog. Là, c'est vraiment des articles qui traitent de sujets plus techniques et plus en profondeur. De nouveau, pour une audience un petit peu plus technique, qui sont généralement nos interlocuteurs quand on déroule des projets en entreprise. Et évidemment, les missions commerciales, qui sont les missions qui permettent à nos consultants de mettre en application tout leur savoir, mais aussi d'échanger entre eux. Donc, tous les mois, on a des sessions de retour d'expérience où chacun dit en fait, moi, chez tel client, j'ai développé tel projet. Voici, évidemment, on anonymise la donnée, mais c'est un retour d'expérience qui est permanent et qui est extrêmement nécessaire pour nos équipes. Donc tout ça pour dire que pour nous, l'écosystème, c'est clé. Évidemment, on aurait pu parler des outils, ce qui a déjà été fait au Café Numérique précédent. Ici, pour moi, ce qui était important, c'était de prendre un petit peu de hauteur et de dire, OK, comment est-ce qu'en tant qu'entreprise ou en tant qu'employé d'ailleurs, comment est-ce que je fais face à cette vague d'innovation, à ces nouveaux outils, comment est-ce que je peux l'appréhender et rester performant? Évidemment, en revenant au sujet, comment est-ce que je peux gérer mes talents? Pour moi, la réponse, c'est en créant un écosystème robuste qui permet de faire de la veille mutualisée, de la veille constante, je vais dire, qui permet de se former en continu et surtout qui permet d'être confronté en direct et sans avoir à trop fouiller aux cas d'usage concrets. Ceux qui sont en production, ceux qui ont de la valeur ajoutée pour les clients et pour nous, pour tout un chacun. Et c'est ça pour moi qui fait la vraie force et qui permet d'attirer les talents à l'heure actuelle, de les garder, de les former. Si vous voulez vous connecter sur LinkedIn, c'est avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alexandre. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Si oui, on a toujours Sébastien qui est là. Oui, Sébastien, tout au-dessus, comme tout à l'heure. Merci, super intéressant.
C'est quoi vos limitations aujourd'hui? C'est quoi votre challenge pour avancer? Le temps, mais il y a des outils d'IA qui peuvent nous y aider. Je dirais que le vrai challenge, et c'est ce qui nous a mis aussi, ce qui nous a pris un peu de temps et ce qui nous prend toujours du temps à l'heure actuelle, c'est de trouver un réel différenciant. Et là, je parle toujours de l'écosystème, des meet-ups qu'on organise, des podcasts qu'on tourne. Il y a énormément d'offres sur le marché. On n'a qu'une activité commerciale qui est le cabinet de conseil. Tout le reste, évidemment, sert à crédibiliser ce qu'on fait sur le cabinet de conseil et nous crédibiliser auprès de nos clients qui sont des groupes du CAC 40, donc c'est des grosses boîtes. L'idée, c'est vraiment de trouver le bon différenciant et il peut changer au fur et à mesure que le temps avance. Ce n'est pas recréer du contenu que tout le monde a déjà entendu 25 fois, paraphraser un article qui est sorti sur les nouveautés de Google, de machin. On essaye d'éviter tout ça. D'ailleurs, on n'en fait pas du tout. C'est vraiment créer du contenu exclusif que nous ou que nos consultants ou que nos clients aimeraient consommer. Et ça change très régulièrement. On doit toujours se poser la question et se challenger sur OK, quel est le différenciant? Qu'est-ce que ces personnes-là, qu'est-ce qui va leur amener de la valeur? Et évidemment, toujours avec cette perspective de crédibiliser, d'amener des clients pour le cabinet de conseil. Et sans transition, on sait tous qu'effectivement, l'écosystème, la formation continue, etc., fait qu'on garde nos consultants ou nos employés heureux et en bonne forme. Comment vous faites pour ne pas le répercuter sur le prix de vos clients? Est-ce que vous utilisez l'AI aussi pour ça? Pas nécessairement. On a la chance que les profils data sont des profils très recherchés pour le moment, donc c'est des taux journaliers qui sont déjà assez élevés. Donc vous les répercutez comme les autres? Il y a pas je dirais qu'il n'y a pas nécessairement besoin de le répercuter. Et puis c'est un public aussi, les profils techniques, qui sont dans la grande majorité assez avides d'apprentissage. Donc ça veut dire que participer à des meet-ups, écouter des podcasts, participer à nos journées de retour d'expérience. On a organisé des escape games dans Paris sur le thème de l'IA générative avec des thèmes très techniques. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est généralement fait de bon cœur par le ou la consultante. Et le reste, c'est aussi des activités et des temps d'apprentissage en fait, qu'on intègre dans leur journée de travail. Et c'est très clair avec le client, et le client est généralement très heureux de savoir que ça se déroule de cette manière-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de se répéter? Parce que tu dis, vous produisez du contenu, il y a du podcast, il y a du texte. Comment est-ce que vous gérez cette multiplicité de contenus? Vous êtes une équipe de combien spécifiquement dédiée à la production comme ça? On est, je dirais, 1,5. Donc on a une personne qui travaille avec nous à 3 jours semaine. Je mets un petit peu les mains dans le cambouis. Et puis après, il y a de la création avec des outils qui peuvent être, on parlait notamment de podcasts. Il y a des outils comme Riverside qui permettent d'enregistrer et qui prémâchent pas mal le travail de découpage, de sous-titrage et autres. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se répéter? On se répète malheureusement parfois. Ce qui nous permet de ne pas nous répéter, c'est de nous-mêmes faire de la veille très active et de faire contribuer la communauté aussi aux sujets qui sont abordés. C'est des personnes qui, parfois, elles-mêmes ont des newsletters hyper poussées dans tout ce qui sort semaine après semaine, si pas jour après jour. On demande aussi à la communauté de quoi est-ce que vous voulez entendre parler, qu'est-ce qui est innovant. Et au final, le vrai différenciant, il va aller se trouver dans les personnes qu'on interroge. Ici, la semaine passée, on a tourné on n'a pas tourné le podcast, mais j'ai fait passer en gros, j'ai eu l'appel de cadrage, donc c'est l'appel qui précède le tournage du podcast pour se mettre d'accord sur ce qu'on va raconter, avec une dame qui est en gros Head of Data et IA chez Renault, et qui a été débauchée de chez Nissan aux États-Unis, qui est une Française, qui a été débauchée par Luc Julia, qui est le gars qui a créé Siri, que beaucoup d'entre vous utilisent, parfois malgré vous, malgré nous, pour créer le nouvel assistant virtuel de la Renault 5. Ça, je sais bien que personne n'a entendu parler de son histoire, de la nana qui a été débauchée aux États-Unis et de comment ils ont fait une application multi-agent pour créer l'IA qui va converser avec les utilisateurs de la Renault 5 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est l'innovation, c'est toujours trouver les bons profils, les profils qui nous inspirent aussi. Et on le sent tout de suite si ça va être de la répète ou si ça va être quelque chose de vraiment innovant, avec de la valeur, idéalement. Merci. Merci à vous. D'autres questions? Une fois, deux fois,
3 fois. Et merci Alexandre. On peut remercier nos intervenants.